Bienvenue à cette grande conférence du Louvain Global College of Law. Bienvenue aux membres académiques de l'université, au personnel scientifique et puis aussi aux étudiants et au public qui nous a rejoints pour cette grande conférence. Alors, nous avons donc choisi pour thème la désobéissance. On parle toujours de l'obéissance au droit et finalement, il nous a semblé fécond de poser la question un peu à l'envers. Pourquoi désobéit-on au droit? Après tout, c'est tout aussi risqué. C'est coûteux, c'est difficile parfois de désobéir au droit. Donc, partir de la question de la désobéissance, bien sûr, elle implique la question de l'obéissance, mais on la prend, pour ainsi dire, à l'envers, cette question de l'obéissance au droit. Et l'occasion nous en a été donnée par la visite d'un collègue et ami qui nous vient de Colombie. C'est Mauricio Garcia Villegas. Il est à ma gauche. Merci Mauricio d'être parmi nous. Mauricio Garcia est très connu dans le monde de la sociologie du droit. Il est à l'Université nationale de Bogota, mais il a aussi enseigné à Madison University, dans le Wisconsin, qui est un peu la Mecque de la sociologie du droit aux États-Unis. Il est également professeur à l'EHESS, à l'ENS et à l'EHESS aussi, je crois. Oui, les deux. Donc ENS, École normale supérieure de Cachan, dont il est docteur honoris causa, HESS, École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il est donc un intellectuel mondialisé, cosmopolite, capable de comparer des expériences juridiques et sociétales de, en fait, 3 continents, si on veut bien distinguer l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud comme 2 continents différents. Alors, il a dirigé avec Aude Lejeune, qui est parmi nous, un dossier sur la désobéissance au droit que je vous recommande. Ça a été publié dans la revue Droit et Société. Et cette revue est en ligne, je le dis aux étudiants, elle peut être, vous pouvez vous y connecter et gratuitement à cette revue Droit et Société. Et donc, je lui ai demandé de nous faire un petit exposé d'une vingtaine de minutes, pas plus, concernant cette problématique d'ouvrir la question. Et pour répondre à Mauricio, nous avons pensé, Julie Ringelheim et moi-même, qu'il était bon de donner la parole à 3 collègues de la faculté de droit, de droit de Louvain, qui sont particulièrement concernés par les aspects de désobéissance. Alors on a pensé que, bien entendu, peut-être ça allait de soi que le droit pénal, la criminologie, évidemment, ont affaire avec la question de la désobéissance, et c'est pour ça que Marie-Sophie Devresse interviendra après Eduardo, après Mauricio. En second lieu, c'est pour ça que j'anticipe, en second lieu, évidemment, le droit fiscal. Évidemment, le droit fiscal. Eduardo nous expliquera la différence qu'il y a entre frauder et optimaliser en matière fiscale, puisque vous savez que le président Macron nous a expliqué qu'il y avait une grande différence. Donc, il faudra absolument que tu nous expliques. Désobéir sans désobéir. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait t'entendre dire. Et puis, troisièmement, il y a bien entendu le droit social et le droit du travail, et Oriane Lamine nous en parlera. Et après ça, ça sera à vous de poser les questions, d'intervenir, de faire vos commentaires. Voilà, Mauricio, je te laisse donc une vingtaine à peu près de minutes pour introduire. C'est comme tu veux, assis ou debout.
Vas-y là, oui. Bon, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Et ceci, ce n'est pas une formalité. Je suis très content d'être à Louvain-la-Neuve. C'est l'endroit où je fais mon doctorat sur l'efficacité symbolique du droit à la fac de sciences politiques. Et je suis très content. Je remercie énormément pour cette invitation à Jean. Et je vous remercie d'être ici, et particulièrement mes collègues qui sont ici dans la table. Donc j'ai une vingtaine de minutes, c'est ça? OK, donc je vais faire un résumé d'une thématique qui est assez complexe. Le sujet de la désobéissance, on va en parler plus tard certainement, ici en Europe, c'est souvent traité comme un sujet comme les traitaient les Grecs. Et la question fondamentale, c'est est-ce qu'on a droit à désobéir? Est-ce que les lois injustes peuvent être désobéies? Désobéissez, c'est comme ça qu'on dit. Désobéir. Et donc, ça a donné lieu à tout un courant de philosophie politique, et pas seulement dans la philosophie politique, mais aussi dans le monde chrétien, sur la question est-ce qu'on peut désobéir les lois qui sont injustes? Ça, c'est une manière, très souvent, comme on traite la thématique. Une autre manière, c'est en droit pénal, ou en droit fiscal, ou en droit disciplinaire. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui désobéissent les lois, etc. Donc ça c'est un autre volet très important. Moi, j'aborde la désobéissance d'un point de vue différent. Je m'intéresse à la désobéissance d'un point de vue sociologique, comme quelque chose de la vie quotidienne, pas comme quelque chose exceptionnel qui amène aux prisons. Non, quelque chose qui existe dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés où ce phénomène est plus marquant, plus fort, et il y a des sociétés que c'est moins. Mais dans toutes les sociétés, il y a une dimension, une partie, un phénomène de désobéissance. Donc je m'intéresse à ça. Et voilà. Donc, il y a une dizaine d'années, j'ai publié un livre sur la désobéissance à partir d'une dizaine des cas empiriques qu'on a étudiés en Colombie pour traiter un peu de disons, de faire face à une vision dominante de la désobéissance qui existe depuis quelques décennies, surtout aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, je crois aussi un peu en Europe, qui est, disons, l'explication des économistes sur la désobéissance. D'après cette vision économiciste ou économique, la désobéissance, c'est une question d'intérêt. Les économistes expliquent tous les phénomènes de la société comme phénomènes d'intérêt. Les gens désobéissent donc parce qu'ils ont intérêt à désobéir. Et l'intérêt découle du fait que la sanction est très faible ou improbable. Donc, cette explication est, disons, correcte, mais l'explication globale, totale de la désobéissance est beaucoup plus complexe, beaucoup plus grande. Donc j'ai essayé de montrer un peu la complexité de la désobéissance. Et en regardant un peu la littérature d'Amérique latine, où la désobéissance, c'est un thème pas tellement traité, mais qui existe comme phénomène social depuis l'époque des conquistadores, au XVe siècle, j'ai essayé de voir un peu les approches qui existent. Et on peut différencier fondamentalement trois approches. Une approche stratégique, selon laquelle, dans la littérature, je dis, qui existe sur la désobéissance, une approche stratégique qui dit les gens désobéissent lorsqu'ils ont intérêt à désobéir. Ils font des comptes, une comptabilité de ce qui se passe s'ils obéissent ou pas, et finalement ils décident de ne pas obéir parce que c'est dans leur intérêt de ne pas obéir. Ça, c'est une perspective. Il y a une autre approche qui consiste à dire les gens désobéissent en Amérique latine parce que l'autorité ou l'État ou la loi est tellement injuste, tellement illégitime, que les gens finissent par désobéir, un peu comme une résistance au pouvoir politique. Donc ça, c'est une deuxième approche. Et finalement, il y a aussi
une partie de la littérature qui dit les gens désobéissent, surtout en Amérique latine, parce que par leur contexte, ils se trouvent dans des situations tellement difficiles, compliquées, problématiques, parfois violentes, qu'il y a souvent la désobéissance comme résultat. Donc, on pourrait, pour chacune des perspectives, il y a un personnage qui est en vue. Il y a un personnage qui agit dans chacune des perspectives. Et on peut mettre des noms à ces personnages. Donc, le personnage qui est présent dans la perspective stratégique, je vais le nommer le malin. Le malin, pour ceux qui connaissent l'Amérique latine ou l'espagnol latino-américain, il y a une expression qui est el vivo. El vivo, c'est une espèce de malin qui agit toujours selon son intérêt et qui existe. C'est un langage commun qui va du Mexique à la Patagonie, tout le monde le connaît, etc. Le personnage qui est présent dans la perspective, pas dans la deuxième perspective, c'est-à-dire la perspective politique, qui considère que les gens désobéissent parce que la loi ou l'autorité est injuste, c'est-à-dire la perspective politique. Là, le personnage, c'est le rebelle. Et troisièmement, le personnage du contexte, de la perspective contextualiste, c'est l'autarcique. Et il y a deux types d'autarcique. Je vais parler très brièvement des personnages. Le malin, bon, il y a une littérature énorme en littérature et en Amérique latine. Garcia Marquez est plein de personnages malins, Vargas Llosa, etc., qui montrent un peu l'emprise et la complexité de ce personnage. La malice en Amérique latine, c'est parfois vu d'une manière positive, parce que c'est perçu comme un outil ou une condition, un caractère, une capacité pour s'en sortir des situations très compliquées, très difficiles. Donc ceux qui ont cette malice sont capables de survivre. Donc il y a cette idée, mais en même temps, il y a une perspective négative qui considère que parfois la malice peut donner lieu à l'abus des autres et à la domination des autres. En tout cas, le malin, c'est le personnage qui est présent dans la perspective économique. Ce sont les économistes. Les économistes pensent toujours à la société comme si tout le monde était des malins. Et ils le disent d'ailleurs. Ce sont des gens qui font toujours des calculs. Ce sont des gens qui font toujours des comptes et qui agissent selon leur intérêt. Mais le malin se trompe parfois dans leurs calculs parce que parfois... Je vous donne un exemple, le trafic. Lorsque tout le monde, et si vous avez été en Amérique latine ou dans un pays du tiers-monde, ça arrive souvent, par exemple dans un carrefour, quand tout le monde veut passer le premier, finalement, les gens disons, la voie est neutralisée et les gens sont bloqués et personne ne peut passer et finalement tout le monde arrive plus tard que ce qu'ils avaient arrivé si tout le monde avait attendu leur tour. Donc, et je vais y revenir un peu plus tard, les calculs des malins n'est pas toujours correct. Bon, je vais aller un peu plus vite. Le rebelle, il y a toute une tradition en Amérique latine sur la rébellion et le rebelle. Il y a souvent deux traditions qui ont été très importantes pour le rebelle, pour pousser ou pour encourager la rébellion. D'abord, c'est le justnaturalisme de l'école de Salamanca, d'une part, et le marxisme, d'une autre part, qui est aussi un type de justnaturalisme. Et puis, il y a un personnage intermédiaire entre le rebelle et le malin que je pourrais l'appeler le rusé ou la malice indigène. C'est ce personnage qui est un rebelle, mais qui n'est pas un rebelle explicite, mais qui désobéit d'une manière cachée. Les Indiens ont appris à se défendre des Blancs et des Espagnols en
en étant en utilisant un peu la malice, mais la malice pas explicite. Roberto D'Amata, un auteur brésilien, un anthropologue brésilien, parle beaucoup de ce type de personnage. Et puis, bon, et une référence plus proche à l'Europe ou aux États-Unis, c'est James Scott, qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle The Weapons of the Weak, les armes des faibles, dans lequel il montre qu'il peut y avoir une révolution lorsque les faibles ou les subordonnés agissent d'une manière cachée, mais, disons, en groupe. Bon, et le quatrième personnage, c'est l'autarcique. L'autarcique, c'est quelqu'un qui, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui se donne ses propres règles. Et il y a deux types d'autarcique. Il y a un autarcique par les circonstances. C'est quelqu'un qui désobéit parce que les circonstances sont tellement difficiles qu'il n'a pas de choix. Ça existe depuis l'époque coloniale. Lorsque les fonctionnaires dans l'époque coloniale se trouvaient dans une situation très compliquée qui n'était pas prévue par les Espagnols, par la loi espagnole, ils disaient « Si obedezco pero no cumplo ». J'obéis, mais je ne respecte pas. C'est-à-dire, j'obéis, je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas contre le roi ou la monarchie, mais dans la situation dans laquelle je me trouve, je ne peux pas obéir. Si le roi avait prévu la situation dans laquelle je suis, il aurait changé la loi. Et il y a un arrogant, un deuxième type il y a un autarcique, un deuxième type d'autarcique que j'appelle par arrogance. C'est quelqu'un qui agit, qui désobéit parce que lui, il considère que par son nom, sa condition sociale, son pouvoir, son héritage, etc., il y a une exception qui les favorise. Il y a une exception qui lui permet de ne pas obéir. Ça, c'est très espagnol aussi, ou très espagnol de l'époque coloniale. Il y a un auteur espagnol qui dit que l'idéal, un auteur classique qui dit l'idéal de tout Espagnol, c'est d'avoir un petit papier dans sa poche qui dit cet Espagnol est autorisé à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle. Et c'était comme ça un peu dans l'époque coloniale. Plus on était élevé dans l'échelle sociale, moins on obéissait. Et c'était comme ça au Moyen-Âge. Ça s'appelait les prérogatives. Les gens, disons les nobles, avaient des prérogatives qui leur permettaient de ne pas obéir. Bon, ça, c'est les personnages. Je passe très vite. Je vais donner quelques clarifications. Disons, ça donne un peu l'image de la complexité de l'obéissance. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut quelques clarifications à cet égard. D'abord, les personnages changent avec les contextes. Quelqu'un qui désobéit à Bruxelles, s'il va à Buenos Aires, peut-être il va obéir ou désobéir. Ça dépend des circonstances. Je fais une petite étude sur les conducteurs à Bogota, étrangers, qui venaient d'Europe surtout, et pour voir la manière comme ils conduisaient à Bogota. Un Suisse commence à conduire à Bogota comme un Suisse, mais 3 jours après, il se rend compte qu'il faut conduire comme un Colombien, sinon il va se faire tuer. Parce que c'est des manières de conduire tout à fait différentes. Un Suisse conduit en regardant les panneaux et en regardant les règles qu'il a dans sa tête. Un Colombien conduit en regardant ça, mais pas seulement ça, il faut voir les autres. Il faut voir ce que les autres font, parce qu'il y a toujours une méfiance à l'égard des autres. Et si on ne voit pas ce que les autres font, c'est dangereux, parce qu'on ne sait jamais ce que les autres vont faire. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, la désobéissance est toujours par rapport à quelque chose. On désobéit ou on obéit toujours par rapport à une règle. Et il n'y a pas seulement des règles juridiques. Il y a au moins 3 systèmes de règles. Un système de règles juridiques, un système de règles sociales et un système de règles morales. Donc la désobéissance, c'est souvent un phénomène par rapport à un type de règles, mais qui est une obéissance par rapport à un autre type de règles. Par exemple, un médecin
qui n'accepte pas de pratiquer un avortement et qui désobéit une règle légale dans un pays, peut-être il le fait parce qu'il est catholique et il suit une règle morale. Dans le nord de la Colombie, il y a une tradition de la contrebande et les gens désobéissent le droit pénal parce qu'il y a une règle sociale qui légitime la contrebande et la règle sociale, c'est plus important que la règle juridique. Donc, il faut toujours tenir compte des trois systèmes de règles. Troisièmement, ce n'est pas seulement les individus qui désobéissent, mais les institutions aussi. Et l'État désobéit très souvent. L'État, parfois, ne suit pas les règles qu'il se donne. Et parfois, surtout en Amérique latine, c'est le désobéisseur, si je peux dire comme ça, principal. Quatrièmement, ou cinquièmement, je ne sais plus, la désobéissance, mais est en rapport avec une faiblesse des institutions. Donc, ou les personnages que j'ai mentionnés, par exemple, le malin montre le problème de l'inefficacité du droit, c'est-à-dire l'incapacité à sanctionner ceux qui désobéissent. Le rebelle est souvent en rapport avec l'illégitimité du droit et l'autarchique est souvent lié avec l'incivilité du droit ou l'absence d'une idée, disons, de la loi comme un mythe qui unit les citoyens. Bon, je passe, il y a d'autres complexités. Le phénomène de la conscience ou de la désobéissance, c'est un phénomène complexe parce que la conscience juridique, c'est un phénomène difficile à comprendre. C'est souvent la désobéissance, c'est pas toujours un acte libre et conscient. Très souvent, c'est plutôt un habitus en termes de Bourdieu. C'est plutôt quelque chose qui se trouve entre la causalité et la liberté, entre la causalité et la volonté. Bon, mais en tout cas, ces personnages donnent une idée de la complexité du droit, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il faut étudier? Il faut étudier les contextes et les circonstances. Et pour cela, il faut étudier beaucoup de choses. Mais il y a deux choses qui me paraissent particulièrement importantes. Une chose, c'est le décret d'institutionnalisation, et surtout d'institutionnalisation légitime. Là où l'État n'est pas présent, où l'État légitime n'est pas présent, l'idée de la désobéissance ne se pose pas. Il y a des parties en Colombie, par exemple, il y a au moins la moitié du territoire colombien n'est pas contrôlé par l'État, est contrôlé par... Il y a les institutions sont là, il y a des juges, il y a des maires, etc. Mais ce sont des institutions de papier, qui sont symboliques plutôt. Dans la réalité, il n'y a pas d'impérium, il n'y a pas de force, de pouvoir derrière ce personnage-là. Donc, il faut un État, et il faut un État légitime. Et il faut surtout la capacité de l'État pour réprimer ceux qui désobéissent. Ça, c'est important. Je vais dire un peu pourquoi, un peu plus loin. Et la deuxième chose, c'est avec laquelle je voudrais faire un peu plus donner un peu plus d'explications, c'est la suivante. Il faut aussi la confiance. La confiance, c'est indispensable. La confiance est un élément fondamental dans la sociologie du droit et dans l'explication des phénomènes juridiques. La confiance, pas seulement à l'égard des institutions et des autorités, mais aussi la confiance à l'égard des autres. J'ai donné l'exemple du trafic, de la circulation. Là, la désobéissance est liée dans la circulation, dans les grandes villes latino-américaines, au phénomène de la méfiance à l'égard des autres. Pourquoi est-ce que la confiance est fondamentale? Parce que les économistes, très souvent, se trompent lorsqu'ils analysent la société comme une société composée par des individus malins ou par des individus qui agissent selon exclusivement leur intérêt. C'est vrai que très souvent, c'est comme ça, mais ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, pour les gens, c'est beaucoup plus important l'idée de justice ou de légitimité
que l'idée d'intérêt. Et je vais vous donner un exemple. C'est un exemple connu dans la psychologie sociale, qui est l'exemple connu comme l'ultimatum, qui est l'exemple des deux personnages, disons Jean et moi. C'est un jeu psychologique. Disons que moi, j'ai une somme d'argent, disons 100 €, et je peux partager cet argent en deux. Et Jean a le pouvoir ou la capacité de dire s'il accepte la division, une partie pour moi et une partie pour lui. Donc 100 €, et alors je dis, bon, 50 € pour toi et 50 € pour moi. Ça, c'est une possibilité. Je peux dire aussi 80 pour moi, 20 pour toi. Donc, la capacité, le pouvoir de Jean, c'est de dire oui, j'accepte ou j'accepte pas ou je n'accepte pas. S'il n'accepte pas, le jeu s'est dissous, le jeu finit. C'est-à-dire, personne n'a rien. D'accord? Eh bien, si on était dans une situation des gens intéressés pour lesquels l'intérêt est fondamental, la division, si je dis 99 pour moi et 1 pour Jean, puisque Jean, le critère principal pour Jean, c'est l'intérêt, il va accepter, parce que c'est l'intérêt. Finalement, il n'a rien et il aura 1 €. Donc, il va accepter finalement. Si Jean était tout à fait intéressé, c'est-à-dire s'il était guidé par l'intérêt, 1 €, c'est mieux que 0 €, n'est-ce pas? Eh bien, on a fait cet expériment un peu partout, dans des différentes cultures, dans des différents pays. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, en général, il y a au moins une 30% de la population qui n'accepte pas des divisions inégalitaires disons, qui n'accepte pas que quelqu'un ait moins de 30%. Et pourquoi? Parce que les gens considèrent que le principe de justice est plus important que le principe de l'intérêt. Le principe de défendre l'idée de justice est très souvent beaucoup plus important qu'avoir quelque chose ou que gagner quelque chose. Ça, c'est un expériment qui montre comment les gens, pour les gens, l'idée de justice et de légitimité est parfois beaucoup plus importante. Il y a d'autres expériments que je voudrais présenter. J'ai 2-3 minutes. Oui. OK. L'autre expériment, c'est un expériment, disons, qui montre aussi l'importance de la confiance. Si on était tous ici autour d'une table et au milieu de la table, il y avait une urne dans laquelle tout le monde devait mettre un peu d'argent, chacun est libre de décider combien d'argent. Et puis, il y avait quelqu'un qui récolte cet argent et partage cet argent de manière égalitaire pour tout le monde. Ce qu'on constate dans cet expériment, c'est que les gens commencent, disons, la contribution commence très bien. Ça commence à augmenter comme ça. Et puis, il arrive un moment où les gens se rendent compte qu'il y a quelques personnages dans la salle qui contribuent très peu, même s'ils ne sont pas très nombreux. Il y a 3, 4, 5% des gens qui contribuent rien ou très peu. Eh bien, immédiatement, la contribution commence à descendre. C'est seulement quand on introduit une autre règle selon laquelle il faut punir ceux qui contribuent très peu que la contribution commence à grandir. Il y a Eduardo a été en Uruguay, n'est-ce pas? Et il travaille sur la question fiscale. J'ai un collègue qu'il doit connaître qui s'appelle Marcelo Bergman, qui a fait des études sur les impôts, la différence des contributions aux impôts en Argentine et au Chili, et qui montre très bien les différences entre les deux pays. Les gens en Argentine contribuent d'une manière beaucoup plus importante, au Chili contribuent d'une manière beaucoup plus importante qu'en Argentine. Mais ça dépend beaucoup des contributions des autres. Selon Bergman, l'influence d'un personnage
qui ne contribue pas est beaucoup plus important pour le groupe que l'influence d'un personnage qui contribue. C'est-à-dire, il suffit de très peu de gens qui violent la règle ou la confiance des autres pour que le système collapse, pour que le système ne fonctionne plus. Bon, une minute pour dire que tout ça donne, disons, une idée beaucoup plus claire de la complexité du droit. Disons, dans les dernières années de mon travail, ceci a été lié à la question des tragédies collectives, des tragedy of the commons, comme on dit en anglais. Il y a des situations dans lesquelles la désobéissance est tragique pour les sociétés. La désobéissance ou la méfiance, c'est un sujet qui a été traité depuis Stuart Mill et depuis les Lumières, mais qui est très à la mode aujourd'hui et qui a beaucoup à voir avec l'environnement. Lorsque les gens ne contribuent pas à l'environnement, eh bien, tout le monde perd à la fin. C'est la même situation que le trafic. C'est ce qui arrive avec le changement climatique. Le monde actuel, les pays sont comme des individus, et puisque chacun agit selon leur intérêt, finalement, tout le monde va perdre. Tout le monde va se trouver dans une situation qui est beaucoup plus pire que la situation des collaborations du départ. Ceci est en rapport avec un dilemme très connu en sciences sociales, qui est le dilemme du prisonnier, qui montre très bien que la meilleure solution individualiste et égoïste, c'est la collaboration, très souvent. Collaborer, c'est très souvent la solution qui est préférable d'un point de vue tout à fait égoïste. Il paraît un paradoxe, mais c'est comme ça, c'est vrai. Par exemple, lorsqu'il y a des paysans autour d'un lac et ils se rendent compte, des pêcheurs, ils se rendent compte que les poissons commencent à diminuer de taille, l'intention de chacun est de sortir, de s'élever plus tôt pour prendre les poissons qui sont là. Et avec cette logique, finalement, les poissons s'épuisent et les paysans finissent par devoir trouver un autre type d'emploi. Eh bien, la collaboration, c'est fondamental dans l'obéissance. Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, merci donc pour cette introduction à la complexité de la question de l'obéissance. Il y a beaucoup de pistes qui ont été ouvertes. Et je donne tout de suite la parole à Oriane. D'accord. Oui. Oui. Je reste assise ou je... C'est comme tu veux. Bon ben, je vais rester assise alors. Alors bonjour à tous. Ça tourne. Merci beaucoup Jean, merci beaucoup Julie de m'avoir demandé d'intervenir. Merci pour cette très beau témoignage. Je suis vraiment ravie. C'est un thème que je connais peu et donc comme souvent quand on nous demande d'intervenir dans un thème qu'on connaît peu, c'est une occasion de revisiter son matériau avec un nouveau regard. Et donc j'ai dû constater, évidemment, en y réfléchissant un peu, qu'en droit du travail, on trouvait toutes les figures des désobéissants dont vous avez parlé, des malins, des rusés, des rebelles et même des autarciques. Mais j'ai décidé, peut-être pour cette courte première intervention, de me focaliser sur un thème qui m'interpelle souvent dans mes recherches et que je pourrais appeler l'institutionnalisation de la désobéissance. Et par là, je ne veux pas dire, parce que je ne suis pas sociologue, je ne parle pas de la culture de la désobéissance dont vous avez parlé, mais plutôt tout simplement juriste, de l'idée selon laquelle le droit peut, à certains moments, permettre la désobéissance. Et il me semble que le droit social, à plusieurs égards, joue ce rôle, permet la désobéissance. Et on pense assez vite, quand on parle de cela, au droit de grève, la grève qui est un acte de désobéissance et qui a connu une trajectoire évidemment très intéressante puisque la grève était d'abord
réprimé pénalement, et puis qu'on en a réduit les sanctions à des sanctions civiles, jusqu'à proclamer un droit de grève, un droit donc de faire preuve d'un pouvoir, d'un contre-pouvoir, sans être sanctionné. Évidemment, en consacrant un droit de grève, un droit de désobéir et d'exercer ce contre-pouvoir, eh bien, on a mis des limites à la désobéissance. Et ça, c'est une des premières caractéristiques, je pense, de ce que serait une institutionnalisation dans le droit de la désobéissance, c'est que la désobéissance devient encadrée. Ce qui a pu déplaire aux désobéissants, évidemment, puisqu'on leur a dit, vous pouvez désobéir, ne pas respecter la promesse que vous devez travailler, mais dans certaines limites. Évidemment, un type de désobéissance, la grève, qui est aujourd'hui remis en question, notamment par l'entrée sur le lieu de travail du tiers, du consommateur, du client. Et là, je fais un petit clin d'œil à Isabelle Ferreira, ce que je vois dans la salle là-bas, et qui a attiré mon attention sur cette dimension fondamentale de l'arrivée du client qui change tout à fait la dynamique. Et donc la grève et un autre système de normes entre en jeu qui fait que certains clients, certains consommateurs peuvent considérer que cet acte désobéissant est un acte anti-citoyen parce qu'il nuit à certaines catégories de la population. Mais si on a permis petit à petit cette institutionnalisation de la désobéissance et de la grève, c'est évidemment parce que, par ailleurs, le droit social et le droit du travail en particulier érige en souverain de l'entreprise un employeur. Alors on parle souvent d'un contrat de travail, mais le droit du travail donne des prérogatives gigantesques, notamment disciplinaires, à un souverain de l'entreprise qu'est l'employeur. Et même si on en parle moins, on parle beaucoup de la grève, mais on en parle moins, le droit du travail institutionnalise aussi la désobéissance du fort, la désobéissance de l'employeur. Et là, je me permets une petite référence à l'un des articles ici de votre ouvrage Normas de Papel, qui parle de l'exception, de l'exception constitutionnelle. Et je pense que ça a toute sa place, ce débat-là, évidemment, puisque de quoi est-il question? Eh bien, de la loi qui permet, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger. Ici, ça se rapproche un peu de l'autarcique, mais c'est le fort, l'exception du fort qui, dans certaines circonstances, peut désobéir. Et le droit du travail est plein d'occurrences de dispositifs qui permettent à l'employeur, dans des circonstances données, de s'écarter des règles, de suspendre les contrats de travail, parfois de terminer les contrats de travail lorsque des circonstances se présentent. Cette exception comme motif de la désobéissance est devenue extrêmement prévalente, au point qu'avec la crise économique, cette exception s'est normalisée. Et là, j'y vois ce conflit des discours normatifs que vous mettez en évidence aussi, entre différents ordres qui répondent à différentes normes. On a érigé une normativité économique comme ce qui nous permet la raison, le motif de la désobéissance. Si l'économie l'exige, si c'est la crise, eh bien on peut déroger à des tas de règles qui se voulaient protectrices, etc. Au point qu'aujourd'hui, on a des acteurs, et je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais j'espère peut-être pouvoir y revenir dans le débat, des acteurs comme Uber, qui ont comme dans leur ADN la disruption. Et la disruption, c'est quoi? C'est une forme de désobéissance avec un discours sur les motifs de la désobéissance qui est extrêmement complexe, intéressant, puisqu'il pourrait s'agir d'un espèce de malin, mais qui cache son intérêt économique derrière des motifs liés à la nécessité économique, à l'avancée technologique, et pire, à l'émancipation des travailleurs, à des aspirations sociales, à l'autonomie. La globalisation aussi, pareil, j'y reviendrai éventuellement dans les débats, mais ça a une grosse influence sur la possibilité de rendre l'exception comme motif de la désobéissance, de la normaliser. Et là, je pense que c'est un autre travers de l'institutionnalisation de la désobéissance. C'est que, comme vous le dites justement dans ce chapitre, une fois que on pense aussi à des pratiques constitutionnelles de certains États limitrophes. Une fois que l'exception devient règle et que donc on peut désobéir, eh bien la frontière entre ce qui est le droit et ce qui n'est pas le droit se perd, disparaît. Et alors j'en terminerai avec une troisième forme d'institutionnalisation de la désobéissance en droit social, avec
le droit à l'expérimentation. En France, la Constitution proclame un droit à l'expérimentation qui a été utilisé récemment, et on a aussi des acteurs belges qui essayent de mettre en œuvre une initiative similaire en Belgique, pour une initiative qui s'appelle « Territoire zéro chômeur de longue durée ». De quoi s'agit-il? Des collectivités locales se servent de ce droit à expérimenter pour tenter quelque chose de nouveau sur leur territoire. Et ici, de quoi il s'agit? Je l'explique en très très bref. On va essayer de mettre au travail des chômeurs de longue durée, mais en essayant d'abord d'identifier quels sont les besoins du territoire, quelles sont les compétences des travailleurs, et vraiment d'élaborer une solution concertée dans un dialogue, et donc de remplacer les allocations perçues de chômage par un salaire, donc évidemment un petit supplément, dans le cadre donc, de cette initiative territoriale. Mais c'est une mise en œuvre du droit à l'expérimentation. Et le droit à l'expérimentation, là, est vécu comme une institutionnalisation de la désobéissance, mais très encadrée, puisqu'on va permettre de déroger au droit en vigueur sur un petit territoire. Et évidemment, il s'agit d'un dispositif extrêmement réflexif, puisqu'il y aura des dispositifs de contrôle et d'évaluation permanents pour vérifier si la désobéissance paye, si éventuellement les nouveautés qui sont apportées peuvent faire avancer le projet social de l'État. Et donc j'en terminerai par juste en fait une question. Alors je caricature un peu volontairement votre propos, à la fois peut-être plus celui que vous développez dans votre article que celui que vous avez développé ici oralement. Mais il m'a semblé qu'à l'arrière-plan de ce que vous défendez, il y a cette idée qu'il faut endiguer, qu'il faut arrêter la désobéissance, qu'il faut mieux la comprendre, mais mieux la comprendre pour remettre les acteurs sur le droit chemin, je caricature, hein, et endiguer cette culture de la désobéissance. Et vous ajoutez, évidemment je partage cette opinion, il ne suffit pas de rajouter des dispositifs répressifs pour juste obliger les gens à respecter les lois. Il faut débattre et essayer de promouvoir une culture de la norme en commun. Mais alors j'ajouterais, est-ce que vous ne pensez pas que dans cette construction démocratique, il peut aussi être utile d'institutionnaliser la désobéissance, le droit étant à la fois le meilleur allié de la démocratie, mais aussi un outil faillible, puisqu'il fige à un moment donné de l'histoire des règles et des solutions propres à un contexte donné, et que donc certaines formes de désobéissance peuvent agir comme des manières de réveiller la démocratie et de la faire évoluer. Et est-ce que vos idéotypes que vous proposez ne pourraient pas servir justement dans une entreprise de legal design à réfléchir à certaines formes positives d'institutionnalisation de la désobéissance? Voilà. Bien, merci. Merci beaucoup, Oriane. Merci d'avoir politisé la question. Ouais. Et je propose, Mauricio, que tu répondes à la fin, quand on aura entendu tout le monde. Je donne la parole à Marie-Sophie. Voilà. Grand merci. Je trouvais à la fois tout à fait fascinant et tout à fait vertigineux pour moi d'intervenir sur cette thématique-là, parce que si je devais vraiment le préciser, finalement, c'est tout le projet de la criminologie, en fait, que de s'interroger la raison pour laquelle on transgresse des normes. Et donc, en fait, nos étudiants, pendant plus de 2 ans, détricotent, en fait, sous tous les angles possibles et imaginables, en fait, cette question qui est posée aussi ici aujourd'hui pour cette conférence, et auquel, voilà, il m'a été demandé de réagir en 10 minutes. Et donc, j'ai essayé peut-être de tirer quelques fils. J'avais préparé un texte, et puis là, maintenant, en vous écoutant, je me suis dit que c'était peut-être pas opportun de le traiter comme je l'avais fait. Donc, je vais réimproviser, vous m'excuserez. D'abord aussi, tu m'as perturbé, Jean, en évoquant l'idée que la manière dont la conférence s'était intitulée, renversait en fait la perspective habituelle. Parce que de mon point de vue de criminologue, j'ai l'impression que c'est exactement le contraire, et tu me casses un de mes effets, parce que un des effets que je voulais proposer était de dire précisément que j'entendais renverser la question.
Et que de mon point de vue, la question finalement intéressante, si la conférence posait la question de pourquoi transgresse-t-on les normes, pour moi la question la plus intéressante, c'est pourquoi ne la transgresse-t-on pas? Et finalement, c'est aussi quelque chose que j'évoque aux étudiants qui viennent nombreux en criminologie avec une fascination, une volonté de découvrir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un est criminel ou ne l'est pas, etc. Alors que fondamentalement, je pense que ce qui est plus perturbant dans le monde, c'est de se dire que quand on rentre dans un supermarché, on se précipite tous vers le caddie, on prend les objets, on les met, on va payer sans qu'on ait finalement une contrainte nécessairement évidente qui nous conduit à le faire, alors qu'il serait sans doute beaucoup plus naturel de se servir. Et que donc la question sociale, pour moi, plus fondamentalement, elle s'axe plus sur l'obéissance que sur la désobéissance. Mais donc, venant dire que la question renversait, alors on est dans le renversement du renversement, et donc ça devient vraiment très très compliqué d'élaborer. Mais ce qui m'amène en fait finalement à dire que peut-être, dans le fond, ce qui est l'enjeu de la question, c'est comment est-ce qu'on articule finalement quelque chose qui relève d'une perspective du passage à l'acte. Comment est-ce qu'on articule ça avec ce qu'on les criminologues appellent une perspective de la réaction sociale? Et la réaction sociale, c'est à la fois l'élaboration des normes et la réaction à la transgression de ces normes-là. Et la tentation est souvent grande de diviser en fait l'appréhension, soit en s'intéressant d'un côté à qu'est-ce qui fait que les gens transgressent des normes, en prenant finalement le risque, d'une certaine manière, d'essayer de voir quelles sont les caractéristiques du transgresseur, en quoi est-ce qu'il est différent, en quoi est-ce qu'il est animé par une volonté particulière, etc., et de se focaliser exclusivement sur lui, ou une perspective qui se focaliserait exclusivement sur les normes en tant que telles, etc., alors que fondamentalement, je pense que les deux doivent rentrer dans une dynamique. C'est-à-dire que la réaction sociale, la manière dont on définit les normes, etc., et vous l'avez évoqué dans votre texte et dans votre exposé, c'est quelque chose qui s'articule de manière totalement intime, je dirais, et on ne peut pas envisager l'un sans l'autre. Parce que, alors, à ce moment-là, on pourrait tout à fait dire pourquoi désobéit-on au droit? Soit parce qu'il y a des gens qui sont par nature désobéissants et que ça fait partie de la nature humaine, et puis on va répondre de l'autre côté, pourquoi désobéit-on au droit? Parce qu'il y a sans le droit, pas de désobéissance. Et une fois qu'on aura dit l'un ou l'autre de ces versants-là, on n'aura pas compris, à mon avis, la complexité de ce qui est finalement un processus qui est à la fois intime, social, politique, et qui est le processus par lequel, à un moment donné, des individus, à certains moments, produisent des comportements qui vont être en transgression par rapport à certaines normes, pas toutes, et dans lesquelles, parfois, il y aura une réaction sociale, et parfois, il n'y aura pas de réaction sociale. Donc voilà, premier élément pour moi que j'aurais voulu souligner, c'est cette articulation nécessaire entre le passage à l'acte et à la fois la constitution des normes et la réaction aux normes, sachant que tout ça est lié, dans le sens où la réaction aux normes, à la transgression, est elle-même constitutive d'une réaction aux normes qui positionne le sujet dans sa transgression, et on est vraiment dans quelque chose de dynamique qu'il ne faudrait pas, à mon avis, figer en posant la question dans un sens ou exclusivement dans l'autre. Deuxième élément, et j'irai plus vite, c'est qu'il faut, à mon avis, se prémunir peut-être d'une tentative d'explication, et d'explication causale, notamment de la transgression. Dans le sens où l'explication causale, elle cherche finalement à identifier et figer des causes dans une optique qui est finalement assez positiviste, je pense, d'un point de vue sociologique. Je ne parle pas du positivisme juridique, je parle vraiment de l'épistémologie positiviste en sciences humaines. Alors qu'en fait, les causes, elles sont toujours multiples. J'ai envie de dire, on peut expliquer le crime par absolument tout ce qu'on veut. Tout élément est un élément qui peut être explicatif à un moment donné de la transgression. Un élément psychologique, un élément de contexte, un élément qui est lié, je ne sais pas, à une récompense, un élément qui va puiser dans la rationalité du sujet. Mais à côté de l'explication, il y a un autre projet, et qui est celui, je dirais, d'une criminologie, pour moi, à laquelle j'adhère plus, qui est plutôt une perspective plus compréhensive. Au lieu de trouver des causes, finalement, à la transgression, on s'interrogerait plutôt dans une perspective dynamique, à une compréhension de cette transgression. Et le mot « comprendre » est évidemment intéressant parce qu'il amène à devoir réfléchir avec la personne et avec l'individu. Donc dans quelque chose qui ne nous met pas à distance du transgresseur et qui nous oblige à nous interroger sur nous en tant qu'observateurs, qu'est-ce qu'on produit dans la réalité qu'on observe en désignant l'autre précisément comme un transgresseur d'une norme particulière.
Et donc si, en ce sens, tout peut être une explication au crime, tout ne permet pas pour autant de le comprendre. Et donc dans ce sens-là, j'amènerais quand même effectivement peut-être une problématisation un peu à envisager ici par rapport à la question. Et puis, dernier point, et là c'est peut-être, je dirais, quelque chose aussi, de nouveau que l'apport de la criminologie m'a fait un peu tiquer peut-être sur certains éléments, c'est ça qui crée le débat et qui est intéressant, c'est la crainte que moi j'ai toujours de voir essentialiser différents éléments. Essentialiser le crime, essentialiser le criminel, essentialiser la morale et essentialiser le contexte. Comme si tout ça pouvait exister en soi, comme s'il pouvait y avoir une nature criminelle, comme s'il pouvait y avoir une conception consensuelle de la morale, alors que finalement on vit dans un monde où il y a des groupes sociaux qui sont en interaction permanente, avec des définitions de la réalité qui tantôt s'opposent, tantôt se composent, tantôt sont reprises en charge institutionnellement ou pas. Et dans ce sens-là, ben voilà, moi, la typologisation que vous avez produite, elle m'interroge dans ce sens-là, parce que j'ai entendu les enjeux de complexité que vous soulignez là derrière, et en même temps, je n'aurais pas envie que ce soit finalement des formes de jugement normatif qui se déguiserait derrière cette forme de typologisation, hein, comme si le monde n'était pas traversé par des conflits de valeurs, comme si l'individu n'était pas lui-même écartelé lui-même entre des valeurs morales qui peuvent être opposées à l'intérieur de lui-même. Et puis, troisième élément, comme si la transgression était nécessairement l'expression d'une morale qui se distinguerait d'une morale commune. Alors que moi, je ne suis pas nécessairement convaincue que la transgression renvoie à ni un positionnement, ni à un enjeu moral qui serait nécessairement spécifique ou qu'on pourrait spécifier par la simple observation, indépendamment d'une dynamique qui prendrait en compte la norme à l'intérieur de la réflexion. Voilà. Et puis, dernier mot peut-être encore, et ça, ce serait peut-être intéressant d'en discuter. Vous avez mis l'accent, à juste titre, sur cette perspective du choix rationnel, qui est la perspective en économie qui domine, mais qui est aussi la perspective du droit. Et c'est très difficile de sortir de la dynamique du choix rationnel, puisque le droit lui-même s'est constitué sur la base de la perspective du choix rationnel. L'individu qui est traduit en justice devant les instances pénales ne peut être qu'un individu qui, à un moment donné, choisit la transgression. Pas quelqu'un qui est déterminé par le social, qui est déterminé par une maladie, qui est déterminé par autre chose. Et donc, la peine elle-même, à travers des logiques comme Beccaria le soulignait, de travailler à travers une mesure de la peine qui renverrait à ce que l'individu puisse être à un moment donné en train de se dire qu'il a quelque chose à gagner selon la mesure de la peine, etc., ou toutes ces hypothèses que la peine aurait un jeu dissuasif, notamment sur le passage à l'acte, mais renvoient finalement à une conception très rationnelle de l'individu. Et le droit repose sur une conception rationnelle de l'individu, alors que finalement, on peut envisager l'individu transgresseur sur de tout autre angle d'approche que celui de l'individu rationnel. Et vous en avez donné des pistes intéressantes. La conception politique, qui renvoie pas nécessairement du côté de la ratio, la conception plus déterministe. Vous avez évoqué les enjeux culturels, même si on peut pas, enfin, même si on risque d'essentialiser la culture, pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pas comme arrière-fond, évidemment, au comportement sur certains types de déterminisme culturel. Et donc voilà, donc cette perspective du choix rationnel, elle est en effet tout à fait à interroger dans l'appréhension qu'on en a, notamment dans le droit pénal, qui repose essentiellement sur ce point. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Donc, vous voyez, les étudiants, ça se complexifie. Ça commence à devenir un cours de sociologie. On est parti de la question de l'obéissance. Donc, il y a la question des motivations de l'obéissance. Mauricio en a parlé. Et puis, Oriane a insisté sur l'aspect politique, la figure du rebelle, mais en déclinant ça sur le mode de l'institutionnalisation. Alors, un rebelle institué, c'est déjà en soi paradoxal. Mais en plus, voilà maintenant qu'on est au stade de la sanction que d'habitude on considère comme étant d'une certaine façon extérieure à la motivation, mais au fond, ce que nous dit Marie-Sophie, c'est qu'on ne peut pas penser l'acte lui-même indépendamment du système de sanction et de la manière dont il est mis en œuvre dans une société. Et que donc on a un bouclage de la sanction vers l'auteur de l'acte de désobéissance. Mais, vous voyez, ça se complique, mais grâce à Eduardo, tout
s'éclairer. Et donc, je propose que, Eduardo, tu abordes maintenant la question fiscale. Merci beaucoup. Du point de vue fiscal. Du point de vue fiscal. Oui. Je n'aurais pas grand-chose à dire sur la transgression ou la désobéissance en matière fiscale. Ma collègue en criminologie disait que pendant 2 ans, les étudiants se posaient la question de savoir ce qu'est la transgression en droit fiscal. En tout cas, il y a certains programmes en droit fiscal où pendant 1 an, on fait tout pour ne pas se poser la question de savoir ce qu'est la transgression en droit fiscal, tout en enseignant l'optimisation ou le libre choix de la voie la moins imposée. Donc, vous avez bien compris qu'en matière fiscale, ce n'est pas une question que l'on aborde facilement, même si, bien évidemment, elle est toujours présente, parce que ça ne rapporte pas beaucoup, en fait, pour le dire en des mots assez crus. Alors, quand on parle de désobéissance, déjà, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était de me poser la question de savoir, mais c'est quoi désobéir? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce que, en d'autres termes, désobéir, c'est clairement sortir du champ d'application de la règle, mais est-ce que c'est sortir, ça veut dire s'exclure, ou ça veut dire s'émanciper, se libérer, hein? Et donc là, en fonction un petit peu de vos options philosophiques, vous donnerez une valence positive ou négative à ce terme. Et c'est bien évidemment quelque chose, cette tension entre valence positive ou négative, que l'on ressent très fortement lorsqu'on parle avec des collègues fiscalistes. D'autant plus qu'en droit fiscal particulièrement, mais en droit en général, on sait très bien, et c'est ce qu'on apprend en 5 ans de droit, que sortir du champ d'application de la règle, ça peut se faire avec des conséquences pénales ou sans. Ça dépend un petit peu de la qualité de l'argumentation juridique. Bien entendu, il y a les faits qui jouent un rôle, mais il y a aussi la justification et l'argumentation juridique qui peuvent transformer une situation qui semblait a priori illégale, hors du droit, en une situation qui, sans être totalement orthodoxe, reste dans le champ du droit. C'est toute la question de la fraude fiscale et de l'optimisation. Bon, il faut savoir que le débat n'est jamais clos en droit fiscal, qu'il y a toujours des évolutions en fonction des pays, en fonction des époques. La tolérance par rapport à l'optimisation évolue. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on n'est pas égaux devant l'optimalisation fiscale. Je vais vous donner un chiffre. C'était donc il y a quelques années, Google a été entendu par la House of Commons au Royaume-Uni parce qu'on s'était rendu compte que sur 3 milliards de pounds de ventes au Royaume-Uni, Google avait payé 3 millions de taxes, d'impôts des sociétés. Alors, on n'est pas dans une faculté scientifique ici, donc je vous fais le calcul. Ça fait 0,1% d'impôts. Je ne sais pas si certains, bon, je vois, il y a des adultes dans la salle, il y a quelques étudiants probablement qui travaillent aussi. Je ne sais pas à quel taux moyen d'imposition vous êtes soumis, mais je parie que c'est plus de 0,1%. Alors même si on imagine que les bénéfices sont bien beaucoup plus faibles que les ventes, même si on imagine que, par exemple, Google a des coûts qui sont équivalents à 90% de son chiffre d'affaires, on est toujours à 1% d'imposition, ce n'est pas beaucoup. Et donc ça montre déjà, et tout ça légalement, ça montre déjà qu'on n'est pas égaux devant la désobéissance, ou du moins devant la manière dont est perçue par le droit la désobéissance. Parce que le résultat, si vous voulez arriver au même résultat que Google, hein, que vous dites à partir de l'année prochaine, je vais payer 1% d'impôt, j'invoque le principe d'égalité constitutionnelle vis-à-vis de Google, vous allez vous retrouver devant le tribunal pénal. Il y a déjà des personnes qui ont essayé de le faire.
moins un cas de désobéissance, là, véritablement civile, qui est véritablement arrivé devant les cours et tribunaux belges, une personne pacifiste qui dit « je ne subventionnerai pas la guerre avec mes impôts », et donc a décidé, soigneusement en regardant la part de dépenses attribuée au ministère de la Défense, de retrancher de l'impôt qu'il devait le pourcentage de dépenses affectées au ministère de la Défense, qu'il a consigné sur un compte bancaire fermé, donc le but n'était pas d'économiser de l'impôt, et ensuite a fait une réclamation en première instance et en appel, il a perdu. Donc ne désobéit pas qui veut. Mais donc pourquoi désobéir en matière fiscale? Là, je vous ai donné un exemple qui n'est peut-être pas le plus courant de la désobéissance pour des raisons politiques ou morales. Bon, on pense souvent à la désobéissance pour des questions de gains, d'économie d'impôts, mais vous avez aussi d'autres raisons qui sont, elles, plus problématiques pour l'effectivité du droit fiscal. C'est la désobéissance à cause d'un conflit de loyauté. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est le PDG de Google, qui non seulement devait justifier la raison pour laquelle il ne payait que 0,1% d'impôt par rapport à son chiffre d'affaires, et a dit j'ai une responsabilité, il parlait de fiduciary responsibility, donc en tant que personne qui est le dépositaire d'un avoir, vis-à-vis de mes actionnaires, de ne pas payer plus d'impôts que ce que je dois. Alors, bon, l'argument vaut ce qu'il vaut, mais il montre le conflit de loyauté. Plus problématique, quelque chose qui est un proverbe anonyme, mais je sais que ça se dit en Pologne, mais probablement dans d'autres pays, qui paye ses impôts vole sa famille. C'est dur, c'est lourd, mais donc dans ce cadre-là, lorsque vous êtes dans cette manière de penser, bon, la désobéissance, fondamentalement, c'est un choix. C'est un choix de loyauté entre deux mots. Et si vous devez choisir entre l'État et vos actionnaires, entre l'État et votre famille, en présentant les choses comme ça, évidemment, vous légitimez fortement la fraude ou l'optimisation fiscale. Alors vous avez une autre raison pour laquelle on désobéit, et ça revient à ce que Mauricio disait sur les différences entre l'Argentine et le Chili. En fait, plus on est dans un cadre inégalitaire où l'on ressent le fait que certains payent des impôts et pas d'autres, plus on a la tentation de s'aligner sur ce qu'on considère être les plus malins, c'est-à-dire ceux qui payent moins. À l'inverse, vous avez aussi des cercles vertueux, comme au Danemark. Si vous venez au Danemark, c'est arrivé à un de mes assistants qui a fait son Erasmus à Copenhague et qui aimait bien le droit fiscal. Il a eu le malheur de le dire, les Danois ne lui ont plus parlé pendant 6 mois. Parce que c'est tellement mal vu au Danemark de jouer avec les impôts, comme fiscaliste, que l'on est pratiquement un pestiféré lorsqu'on travaille dans le domaine. Donc on voit très bien que la dynamique peut être dans les deux sens, mais cette idée de sentiment d'injustice, généralement, qui s'exerce par rapport à ceux qui gagnent un peu plus que nous. On se compare toujours plus par rapport à des gens